Honorable, bonjour. Bonjour, chers frères. Nous voudrions d'abord vous dire merci pour cette disponibilité à nous recevoir pour cette interview. Disponibilité liée aux élections législatives du 6 mars 2021 et pour lesquelles vous êtes candidat pour la circonscription de la sous-préfecture de Guéyébli. Nous tenons encore à vous dire merci. Non, c'est nous qui remercions Info Gagnant. Nous qui vous remercions pour votre disponibilité et pour le professionnalisme dont vous faites montre aussi. Merci beaucoup. Honorable Roger Nouan, vous êtes candidat pour la sous-préfecture de Guéyébli et Diopé sous-préfecture, je crois bien. Bien avant que nous ne vous posons nos préoccupations, nous sommes sur un média qui appartient au peuple ouest. Nous voudrions d'abord que vous saluez ce peuple ouest, ce peuple pour qui vous êtes candidat, et aussi vous allez souhaiter à ce peuple vos voeux les plus chers pour cette année 2021. Alors ça, vous allez le faire en ouest. Bon, on ne va pas seulement que le faire en ouest, on va aussi le faire en français. Bien mais sûr. On va commencer en ouest. Au bonama, tchè, au roi de Koui, au roi de Mobiedi, au roi de Koui, Banglo, Kubli, Fakobli, au roi à sous-préfecture Guéyébli d'hier, à Agle, Kanwe, à sous-préfecture d'hier, il faut aussi. Au Sawadjabou, au Sé famille Bou, au Sé Mouzier, au Sé Zonde Elicia, au Sé Apé Bodoua, au Sé Bloabou, au Sé Gouama Toinabou, au Sé. Maintenant, pour ceux qui ne sont pas, ouais, qui ne comprennent pas la langue, nous voudrons leur adresser nos vœux de santé pour cette année 2021. Nous souhaitons à chaque membre de leur famille des vœux de succès, que Dieu fasse que les projets qui leur tiennent à cœur puissent se réaliser en 2021. Que notre pays demeure en paix, et que la région demeure en paix, qu'il y ait la paix dans chaque foyer. C'est ça nos vœux pour 2021. Honorable Roger Nouan, vous allez vous présenter à ceux qui ne vous connaissent pas. C'est vrai que vous êtes déjà connu sur l'échiquier politique pour avoir été déjà candidat aux élections législatives précédentes. Mais pour ceux qui vous découvrent pour la première fois, qui est Roger Nouan, de quelle sous-préfecture vous êtes, de quel village et de quelle famille vous êtes? Merci beaucoup. Je suis Roger Nouan à l'état civil. Je suis consultant logistique. J'ai un diplôme supérieur en logistique internationale. Je suis président national d'un mouvement citoyen dénommé Coalition Ça Suffit, qui œuvre pour la construction de la démocratie, pour le renforcement de l'état de droit et qui œuvre aussi pour la bonne gouvernance. Nous sommes engagés depuis 1999, pour ceux qui nous connaissent, depuis la FESI, en passant par l'Alliance des jeunes patriotes pour le succès national. Nous avons été président du collectif des patriotes victimes de la licorne. Il s'agit des événements des 6, 7, 8 et 9 novembre 2004. Et puis, vous le disiez tantôt, en 2016, nous avons été candidats indépendants dans la circonscription électorale 090, c'est-à-dire Diopé sous-préfecture, Guéyébli commune et sous-préfecture. Nous repartons encore pour cette élection en 2021. Voilà, je suis de Baye-Sebon précisément.
Baye c'est bon, c'est Guéyebli. Quand vous dépassez Guéyebli, vous trouvez Dieiba. Et un peu plus loin, vous trouvez Baye c'est bon, mon joli petit village que j'adore. Merci, honorable. À Baye c'est bon, je suis de la famille, de la grande famille Bewa. Mon grand-père c'est Baouga Bernard. Je suis le fils de sa fille, Lié Suzanne. Merci, honorable. Vous avez été candidat aux élections présidentielles, aux élections législatives. La présidentielle, ça vient, ça fait peut-être pour 10 ans. Tout à fait. C'est pas un lapsus. D'accord, en tout cas, tout ce que Dieu fait est bon. Voilà. Alors, vous étiez candidat aux élections législatives précédentes. Vous avez perdu ces élections. Mais pour ces élections, quelles conclusions vous tirez pour les élections passées? En 2016, personne ne nous attendait à ces élections de 2016. D'abord, on y est allé parce qu'on avait voulu exprimer un ras-le-bol. On voulait donner de la voix sur des sujets. Parce qu'on ne comprenait pas. On ne comprenait pas que ce peuple, ce grand peuple là, avec tous les cadres qu'il a, avec même les élus qui étaient en activité en ce moment-là, que sa voix ne soit pas suffisamment portée. Ça, on n'arrivait pas à le comprendre. Quand on voyait les événements qui sont passés chez nous, Kitrozon, Naïbli, après Petit Diokwe, Diokwe Kafou, avec toutes les atrocités que nous avons connues, avec toutes les destructions de vie, de biens, avec les nombreux réfugiés que nous avons connus, avec aussi, sans oublier, ne l'oublions pas, l'expropriation des terres que nos parents ont connues, connaissent toujours. Nous ne comprenions pas que certains ne donnent pas assez de la voix, surtout nos élus. Je dis bien surtout nos élus. Quand je parle de nos élus, je parle principalement et singulièrement de nos députés. Donc j'ai dit, mais attention, nous pouvons faire mieux que ça. Parce que ce qu'on attend de nos députés, c'est qu'ils parlent pour les populations. Mais on voit tout sauf ça. Donc nous avons décidé en 2016 de nous porter candidats et d'être même indépendants. Pas parce qu'on a voulu le faire de manière circonstancielle, non. Nous sommes indépendants par principe, hein. C'est par principe. Parce que nous pensons que quand on est député, ce n'est pas pour défendre des intérêts privés. Donc on est allé à cette élection de 2016, on n'a pas gagné, mais on avait un double objectif. Soit on gagnait, soit on apprenait. Apprendre de comment est-ce que les élections se passent en réalité, comment s'organise la machine électorale sur le terrain, comment est-ce qu'on mène une campagne électorale, quelles sont les difficultés qu'on peut rencontrer lors d'une campagne électorale. Et ça nous a fait un grand bien. Nous n'avons pas en réalité perdu les élections parce que nous avons beaucoup appris. Et en bon démocrate, au soir de la proclamation officielle des résultats, nous avons tout de suite reconnu la victoire de celui qui avait été proclamé à l'époque, parce que nous n'avons pas voulu que nos parents aient encore des problèmes à cause des élections. Donc voilà ce que je pourrais vous dire là-dessus. Nous sommes très respectueux de tous nos aînés qui ont été candidats à cette époque-là. Il y a un qui n'est pas des nôtres aujourd'hui, qui est l'aîné Douna Mathieu, paix à son âme, un aîné extraordinaire que j'ai appris à connaître au cours de cette élection. Ils sont nombreux comme ça que j'ai pu côtoyer. Donc c'était une très belle expérience. Nous sommes allés, on a fait passer nos idées, on a expliqué que le député en vérité a 3 missions principales qui sont la mission de représentation des populations, la mission qui consiste à voter les lois, à en proposer aussi, parce que très souvent on a le sentiment que le député n'est borné qu'à voter les lois. Non, ce n'est pas vrai. Il peut aussi faire des propositions de loi. Et puis, enfin, le député, il a pour mission de contrôler aussi l'action du gouvernement, l'action publique. Donc, il fallait expliquer ça à nos parents parce que pendant des années, on leur a menti, on leur a fait croire que le député, il fait des routes, il construit des écoles, il construit des centres de santé, il fait des châteaux d'eau, et ainsi de suite. Il donne du travail même aux gens, alors que ce n'est pas vrai. Il fallait vraiment qu'on aille pour donner un peu ces informations-là à nos parents. Et ces informations-là sont passées. Aujourd'hui, on ne peut plus les marmailler, comme on le dit entre nous. On ne peut plus marmailler nos parents. Voilà. Si tu as envie de construire un château d'eau, construis le château d'eau, mais ne dis pas, votez pour moi quand je serai élu député, je vais construire un château d'eau. C'est de la marmaille, c'est un abus de confiance, c'est une manipulation que nous n'acceptons plus et que nos parents aussi ne laisseront plus passer. Voilà, c'est une très belle expérience. Honorable 2021, vous êtes candidat pour les élections législatives du 6 mars 2021. Alors pourquoi avez-vous décidé encore à nouveau de revenir sur
aux élections législatives. Mais vous voyez, nous ne sommes pas engagés par effet de mode. Nous voulons vraiment faire quelque chose pour nos parents. Donc quand vous vous lancez dans une bataille, tant que vous ne la remportez pas, pour la cause de vos parents, vous continuez toujours de vous battre. On a perdu en 2016, c'est vrai, on a perdu une bataille, mais le combat, il est là. Nous continuons de le mener. 2016 n'est que la suite logique de ce que nous avons commencé depuis lors, pas même seulement en 2016, parce que nous portons déjà la voix des populations depuis des années. Pour ceux qui suivent notre parcours, ils savent que nous sommes totalement opposés à toutes sortes d'injustices, d'où qu'elles viennent. Ils savent que nous sommes opposés à la corruption. Nous sommes vraiment dressés devant tous ceux qui sont friands de détournement de deniers publics. Ils savent que nous n'acceptons pas qu'on marche sur nos populations qui en vérité sont nos grands patrons. Et donc nous sommes engagés encore pour continuer de porter cette voix. Et nous croyons que là en ce moment notre pays a un grand carrefour. Et notre peuple a un grand carrefour. Soit on demeure dans le statu quo, ou soit on ouvre une nouvelle page d'espoir. Et cette page-là, nous voulons vraiment contribuer à la construire, à l'écrire avec eux. Donc nous sommes candidats, nous leur présentons notre candidature, comme nous le faisons depuis des années, parce que contrairement à d'autres qui après 2016 ont disparu, nous sommes restés sur le terrain, malgré que nous ayons perdu les élections dans les urnes. Mais nous sommes restés auprès de nos parents. Nous avons même sillonné toute la sous-préfecture, toute la circonscription électorale, parce que ne confondons pas la circonscription administrative et la circonscription électorale. La sous-préfecture de Guiébli compte au-delà de pas 20 villages, c'est moins que ça. Mais la circonscription électorale, elle va au-delà de 30 à 40 villages, sans compter les grands campements que nous avons chez nous, les campements Baoulé, les campements Malinké que nous avons chez nous. Donc nous avons sillonné toute la zone pour remercier nos parents, leur dire que nous avons fait campagne, nous sommes venus vers vous, on a expliqué notre vision, on a partagé nos idées avec vous. Nous n'avons pas gagné certes, mais vous nous avez soutenus, nous sommes venus vous dire merci. Donc nous sommes restés sur le terrain. Après 2016, nous avons continué à être à leur côté, à leur expliquer ce qu'il fallait leur expliquer. Vous allez même remarquer que notre slogan de campagne, c'est éclairer et servir le peuple. Éclairer, pour expliquer aux populations ce qu'elles doivent comprendre. Les petites choses qui leur échappent, parce que malheureusement, il y a certains qui ont intérêt à ce que nos populations demeurent dans l'ignorance. Nous sommes très contents que nos parents, bien que certains d'entre eux n'aient pas été très loin à l'école, mais ils ne sont pas quand même des analphabètes de la vie. Ce sont des gens qui savent ce qu'ils font, bien qu'ils soient dans les villages, qui ont une connaissance claire de comment est-ce que la société évolue. Donc nous allons vers eux pour leur expliquer. Donc on est resté sur le terrain, on leur a expliqué notre vision, on leur a présenté cette candidature que nous avons déposée maintenant. C'est depuis longtemps que nous avons présenté cette candidature. Et puis maintenant, nous sommes en pleine période de pré-campagne. Nous allons encore vers eux pour leur dire que nous sommes engagés pour eux, pas pour quelqu'un d'autre. Nous ne sommes engagés que pour eux. Nous allons à l'Assemblée nationale que pour porter leur voix et non défendre des intérêts privés. Donc nous sommes candidats indépendants. Honorable, vous êtes candidat indépendant. Alors on a constaté que les années précédentes, tous ceux qui ont été des candidats indépendants, au soir de la proclamation des résultats, une fois qu'ils sont élus, et ils vont directement dans un autre parti politique. Alors ça fait qu'aujourd'hui, la population n'a plus confiance aux candidats indépendants. Alors qu'est-ce que vous pouvez dire à ce niveau, vous en tant que candidat indépendant qui l'avez toujours été? Nous tous, nous avons été abusés. Nous tous, nous avons été abusés. On fait confiance à un frère, on lui apporte notre soutien. Et puis dès qu'il se fait élire, au lieu de regarder à la situation de nos parents, il regarde à sa propre situation. On va monnayer la victoire que les parents ont pris de plusieurs sacrifices ont offert, et puis on va monnayer ça. Juste parce qu'on veut avoir une assiette bien pleine, on veut avoir une table bien dressée. Nous disons que ça suffit à cela. C'est pour cela que nous nous sommes engagés. C'est pour ça que depuis des années, nous disons à nos parents que nous ne sommes pas indépendants des circonstances. Nous sommes indépendants par principe. Parce que nous voulons être indépendants. Il y en a qui le sont parce qu'on se dit, ah, le ouais là, si vous allez avec une autre étiquette, c'est pas trop sûr que vous soyez élu. Donc ils vont en indépendant. Nous, ce n'est pas le cas. On n'a pas honte de porter nos idées. On n'a pas honte de dire ce que nous pensons. On n'a pas honte de leur présenter notre vision. Ce que nos populations choisissent, ce ne sont pas les étiquettes politiques. C'est la vision, c'est l'intimité, c'est la complicité qu'ils ont avec leurs fils, leurs enfants. C'est ce qui les amène à choisir. Est-ce que le fils que nous envoyons en mission, est-ce qu'il est capable de porter notre voix? Est-ce qu'il est capable vraiment de défendre nos intérêts? C'est ce que nos parents choisissent.
Donc nous les rassurons, Roger Yuan et toute l'équipe qui m'accompagne, leurs enfants qui sont autour de moi, nous les rassurons, nous leur disons qu'on ne va pas les trahir. Peut-être les autres les ont trahis hier. Nous-mêmes, on nous a trahis aussi. Mais nous n'allons pas au Parlement pour changer de veste comme on le dit chez nous. Nous sommes indépendants, nous resterons indépendants, indépendants pour eux, pas pour quelqu'un d'autre. C'est pour cela que nous disons, nous ne sommes pas candidats pour défendre des intérêts privés. Nous sommes candidats pour défendre la cause de nos parents. Voilà, donc nous les rassurons. Nous les comprenons et nous les rassurons. Honorable, vous les avez rassurés, vous êtes candidat, mais sur le terrain, vous serez face au candidat du Front populaire ivoirien et vous serez face aussi à l'ancien, au député actuel qui est candidat à sa propre succession. Alors, pour vous, dans ce jeu politique des élections législatives, comment les électeurs doivent concevoir les élections législatives? Je pense que ce serait une belle élection. Ce sera la plus belle élection que notre sous-préfecture ait connue jusque-là. Elle est ouverte. Elle va se jouer sur des choses essentielles qui présentent le meilleur projet. Vous voyez, il ne suffit pas de dire je suis candidat. Il faut être à mesure, être capable de dire tu es candidat, c'est pour faire quoi? Pour ceux qui viennent de se lancer dans la course. Et puis pour ceux qui sont déjà en fonction, comme vous le dites tantôt, il faut bien qu'ils disent ce qu'ils ont pu faire jusque-là. Ça fait 10 ans que les gens sont là. Pendant 10 ans, ils ont fait quoi au Parlement? Il ne s'agit pas de se promener dans le vrai discours de Sac-Berry, ce n'est pas le travail du député. À l'Assemblée nationale, ils ont voté quelle loi en faveur des populations? Et toutes les lois qui sont passées au Parlement, sont-ils revenus dans nos localités faire le tour pour expliquer aux parents les lois qui ont été votées, voir les implications de part et d'autre? En quoi est-ce que nos parents sont engagés dans ces lois qui ont été votées? Il faut bien que chacun rende compte d'abord, pour ceux qui sont déjà en activité, et puis pour ceux qui sont engagés, dire exactement pourquoi ils sont candidats. Nous sommes candidats. Parfois on dit, ah ben il est jeune, c'est vrai, il faut passer la main à la jeunesse. Moi je dis, ce n'est pas un argument suffisant. On est jeunes certes, mais quelles sont nos capacités? Quelles sont les idées dont nous sommes porteurs? Quelle est la vision que nous avons? Nous allons au Parlement et d'abord, comme je le disais tantôt, pour que la vraie mission, la vraie tâche du député là, elle soit mise en œuvre. Représenter, voter les lois, proposer des lois, contrôler l'action du gouvernement. Les 3 missions. À côté, nous allons jouer un rôle de coach. Nous allons faire parler de notre leadership. Notre leadership va s'exprimer sur le terrain. Nous ne voulons plus chez nous d'un leadership qui écrase. Nous voulons un leadership qui construise les vies. Donc, nous allons au Parlement, nous déjà sur le terrain, et là nous profitons aussi de votre antenne, de l'opportunité que vous nous offrez, pour dire à nos parents que nous allons au Parlement avec sur notre épaule une proposition de loi qui nous tient à cœur. 2, on en a même 3, mais on parle pour le moment des 2 propositions de loi. La première, c'est la loi Roger Yuan pour le contrôle citoyen. C'est-à-dire, aujourd'hui en Côte d'Ivoire, nous voyons dans l'administration des gens qui se permettent tout et n'importe quoi. Il y a des citoyens qui voient, qui ont peur de dénoncer parce qu'ils craignent qu'il y ait des représailles. S'il y a une loi qui leur donne la possibilité, ou bien qui les protège, qui leur donne des garanties, mais si dans un service, bien qu'il soit mon patron, s'il est impliqué dans un détournement de fonds publics, que j'ai des preuves matérielles, je peux saisir qui de droit. Ce patron-là, il ne peut rien me faire parce qu'il y a une loi qui me protège. Cette loi-là, elle nous tient à cœur parce que notre pays est assez riche, mais l'argent de tous les Ivoiriens ne va pas à tous les Ivoiriens. Et comme le cardinal Courtois, Alexis Touabi, le disait, ce qui appartient à tous doit profiter à tous. Et pour que ça profite à tous, il faut que la gestion soit saine. Il faut que ceux qui occupent des responsabilités comprennent qu'ils ne sont pas à des postes pour leurs intérêts personnels, mais qu'ils y sont pour servir la cause de tout le monde. Donc cette loi viendra pour aider tous les citoyens à avoir de la voix. C'est pour ça que je dis que cette loi-là va donner du pouvoir aux citoyens, elle va donner du pouvoir au peuple. La deuxième loi, c'est la loi pour la solidarité citoyenne. Qu'est-ce que cela veut dire? Nous voulons bien que, étant donné que nous sommes tous conscients que notre pays est immensement riche, tout ce qui est dans notre pays là doit profiter à tous les Ivoiriens. Alors, nous voulons bien qu'il y ait une loi qui identifie tous ceux qu'on appelle pauvres chez nous. Indépendamment de leur volonté, ils sont pauvres. Pas parce qu'ils ont envie d'être pauvres, mais parce que la gestion, la façon de gouverner notre pays ne permet pas qu'ils aient le minimum pour vivre. Alors, il ne s'agit pas d'étudier les gens en fonction de leurs appartenances politiques pour leur donner des appuis. Et puis on dit non, on soutient les pauvres.
Il faut aller sur des bases saines. On identifie tous les pauvres et puis on détermine le montant, l'appui qu'on doit leur apporter. Si on considère qu'en Côte d'Ivoire, le SMIC est à 60 000, alors on dit on donne 60 000 à chacun des citoyens, de nos concitoyens, pour qu'ils puissent avoir le minimum pour s'acheter un sac de riz, manger au moins, acheter ses médicaments, et puis, pourquoi pas, mettre un 10 000 francs, 15 000 francs de côté, épargner pour monter une petite activité. Parce que tu ne vas quand même pas accepter qu'on t'assiste éternellement. Donc cette loi-là, elle viendra pour permettre pour clarifier la situation de ceux de nos concitoyens qui, indépendamment de leur volonté, sont démunis. Donc voici ce que nous avons comme projet. À côté de cela, nous disons qu'on va jouer un rôle de coach. Chez nous, il y a des jeunes, il y a des femmes. Nous ne sommes pas insensibles à la situation de nos parents qui sont dans la précarité. C'est indépendant de leur volonté, ils sont dans la précarité. Comment on les organise pour qu'ils se prennent en charge sans qu'ils ne soient obligés d'attendre que quelqu'un vienne leur donner un sac de riz chaque saison. Chaque année, quelqu'un se promène, il fait le tour, il balance quelques sacs de riz là, parce que voilà, il espère qu'en faisant ça, il se fasse élire. Non. Il faut les organiser pour qu'eux-mêmes se prennent en charge par des activités génératrices de revenus. Il y a des structures qui existent, que nous allons solliciter, étant donné qu'on aura un mandat national, donc avec un peu de pouvoir que nous allons solliciter, qui viendront pour aider nos parents à se prendre en charge. Nous allons faire ce travail. Voilà, donc nous sommes confiants, le nombre de candidats, de candidatures ne nous effraie pas, parce que chacun a son intimité avec ses populations, chacun sait la complicité qu'il a avec ses parents, et puis bon, que le meilleur gars, nous sommes en démocratie. Honorable, il y a la question de nos forêts. Il y a la question de nos forêts. J'allais en parler. Alors, si demain vous êtes élu au niveau des législatifs, quel espoir serez-vous pour le peuple ouest en ce qui concerne il y a deux choses à faire. D'abord, il faut d'abord qu'on soit conscient que la question des terres chez nous est un problème réel. Il faut d'abord qu'on se mette tous d'accord sur ça. Et quand on constate un problème, il faut y apporter des solutions. Pas des solutions qui ne durent pas, mais il faut réfléchir pour proposer des solutions pérennes. Vous voyez, ce qui est à la base des crises chez nous, c'est qu'il y a des gens qui occupent illégalement des terres. Quelqu'un te brandit un bout de papier et dit j'ai acheté une portion de terre. Ça n'a aucune valeur juridique. Dès que nous sommes au Parlement, avec l'appui de certains amis députés, nous allons demander qu'il y ait un audit de ces ventes de terre illicites qui ont eu cours chez nous. On va vérifier tout ça, on va voir clair dedans, comme on le dit dans le Japon. On va voir bien clair dedans. Mais à côté, il faut que nos parents, pour ceux qui ne se sont pas encore inscrits dans cette logique, acceptent que la terre, la forêt, elle est importante. Pas seulement pour la génération présente, mais pour la génération à venir. Si tu as 10 hectares et que tu as vendu 7 hectares aujourd'hui, il reste 3 hectares. Tu oublies que tu auras des enfants, des petits-enfants et des arrière-petits-enfants. Ils vont vivre de quoi? Ils seront installés où? C'est ça le vrai problème. Maintenant, en Côte d'Ivoire, il y a une loi sur le foncier. Cette loi-là, elle est appliquée partout en Côte d'Ivoire, sauf chez nous. Pourquoi? Mais elle n'est pas appliquée chez nous parce que ceux qui sont censés aider à faire appliquer la loi, ils sont dans un jeu qu'on ne comprend pas. On t'a élu pour faire un travail. Si tu ne fais pas ce travail-là, ne sois pas surpris des dégâts. Voilà. Donc nous allons d'abord nous battre pour que la loi sur le foncier soit appliquée chez nous, intégralement appliquée chez nous. Nous allons nous battre pour qu'il y ait un audit de toutes les ventes de terre qui se sont passées chez nous, pour qu'on y voit plus clair. Et troisièmement, nous allons nous battre pour que nos jeunes frères, nos parents ne vendent plus leur terre. Si tu es coincé, que tu penses que pour une situation de santé, tu as besoin d'un appui, ne vends pas ta terre. Trouve quelqu'un qui va louer 1 hectare ou 2 hectares. Comme le font certains peuples, que je ne citerai pas ici. Quand vous allez à Benoît, on ne vend pas de terre à Benoît. Tu as besoin de 2 hectares pour faire cultiver du manioc, on te donne les 2 hectares. Tu dis, quand tu dois libérer la terre, et puis ce que tu produis là, on partage. Donc tout le monde gagne. Et moi je sais que nos parents, ils pourront gagner si on met ça en œuvre. On n'a pas pu le faire parce que notre peuple a manqué de leaders. Il n'y a pas eu des gens audacieux chez nous qui pourraient avoir des idées, qui pourraient avoir organisé nos parents, les éclairer, leur permettre de se prendre en charge. C'est pour ça que nous avons constaté ce que nous avons constaté. Mais nous allons y travailler dès que nous serons au Parlement. C'est pour ça que nous demandons à nos parents de voter pour nous.
parce que nous serons assez audacieux pour porter notre voix, pour porter leur voix sur cette question-là, la question des terres. Partout où nous passons d'ailleurs, c'est une de leurs préoccupations majeures. À Songo, par exemple, quand j'en ai parlé, les parents étaient très contents. Voilà. Honorable, on parle aujourd'hui du désarmement des dozos dans nos différents villages. Tout récemment, vous avez vu le fait que les dozos soient armés, vous avez vu ce que ça a causé dans la sous-préfecture de Guézon. Et les cas de ce genre sont légion. Alors vous, au dernier acte qu'a posé les dozos dans la sous-préfecture de Guézon, comment avez-vous vécu ça? D'abord, je voudrais saisir ce canal-là pour condamner une fois de plus. Nous voulons condamner, nous voulons nous indigner. Pour ceux qui nous suivent sur les réseaux sociaux, nous faisons partie des rares personnes qui ont pris publiquement position. Là où certains essayaient de se cacher derrière les cases pour faire des déclarations ou tenter juste d'aller sensibiliser pour, disent-ils, aller à l'apaisement, faire la cohésion sociale. Non, c'est vrai, nous tous on est pour la cohésion sociale, on est pour la paix chez nous. Mais quand quelqu'un a posé des actes, il faut d'abord avoir l'audace de lui dire que ce que tu as fait là, c'est pas bon. Voilà, c'est pas bon. Nous nous inclinons devant la mémoire de nos concitoyens qui ont perdu la vie, malheureusement. Mais l'affaire des dozos est une affaire sérieuse. Ce sont des chasseurs traditionnels. C'est du gibier qu'ils doivent chasser, pas les hommes. Si moi, Roger Yuan, je suis élu député, la confrérie dozo qui est chez nous, je vais la rencontrer. Je ferai deux propositions. La première, soit parce que ce sont des concitoyens, ce sont des Ivoiriens pour la majorité. Ils viennent du Nord, mais ils sont chez nous, ils sont chez eux. Nous n'allons pas les chasser, parce qu'au-delà de ce qu'ils soient dozo, c'est d'abord des Ivoiriens. Donc ils peuvent être chez nous, ils peuvent être chez eux, c'est chez eux. Partout où ils seront en Côte d'Ivoire, ils sont chez eux. Mais il y a un minimum de respect. Il y a un minimum de respect. Les calibres 12 qu'ils ont là, c'est pour aller chasser en brousse, pas pour chasser ceux qui leur ont offert des espaces pour s'installer. Nous allons les rencontrer pour que ce débat-là, ce dialogue direct-là ait lieu. Ils pourront continuer de faire leurs activités chez nous, mais dans le respect de la dignité du peuple ouai. Dans le respect de la dignité du peuple ouai. Je parle déjà avec certains. Parce qu'ils sont, comme moi je circule dans la zone, on les voit sur des pistes, ils font des barrages. Certains parents même disent c'est vrai, ils se comportent mal parfois, mais ils nous aident aussi. Parce que quand il y a des cas de braquage, c'est eux qui sont les premiers à intervenir. S'ils continuent dans cette dynamique, il n'y a pas de raison que, voilà, on ne les accompagne pas, qu'on ne les soutienne pas. Mais si c'est pour faire autre chose, nous allons les... En tout cas, de toutes les façons, il est interdit en Côte d'Ivoire de détenir une arme. Il est interdit de détenir une arme. Il n'y a aucune loi qui dit que, voilà, pendant que les policiers, les gendarmes, les militaires, qui eux, sont protégés par la loi, parce qu'eux-mêmes, ils sont investis par la loi pour le faire, mais le dozo, il n'y a aucun texte qui dit que quelqu'un qui s'appelle dozo doit avoir une arme. Donc, vraiment, nous allons nous parler sérieusement. C'est même pour ça aussi que nous demandons à nos parents de nous faire confiance. Honorable, vous les avez rassurés, vous êtes candidat, mais sur le terrain, vous serez face au candidat du Front populaire ivoirien et vous serez face aussi à l'ancien, au député actuel qui est candidat à sa propre succession. Alors pour vous, dans ce jeu politique des élections législatives, comment les électeurs doivent concevoir les élections législatives? Je pense que ce sera une belle élection. Ce sera la plus belle élection que la sous-préfecture ait connue jusque-là. Elle est ouverte. Elle va se jouer sur des choses essentielles qui présentent le meilleur projet. Vous voyez, il ne suffit pas de dire je suis candidat. Il faut être à mesure, être capable de dire tu es candidat, c'est pour faire quoi? Pour ceux qui viennent de se lancer dans la course. Et puis pour ceux qui sont déjà en fonction, comme on le dit tantôt, il faut bien qu'ils disent ce qu'ils ont pu faire jusque-là. Ça fait 10 ans que les gens sont là. Pendant 10 ans, ils ont fait quoi au Parlement? Il ne s'agit pas de se promener dans les villages distribuer des sacs de riz, ce n'est pas le travail du député. À l'Assemblée nationale, ils ont voté quelle loi en faveur des populations? Et toutes les lois qui sont passées au Parlement, sont-ils revenus dans nos localités faire le tour pour expliquer aux parents les lois qui ont été votées, voir les implications de part et d'autre? En quoi est-ce que nos parents sont engagés dans ces lois qui ont été votées?
Il faut bien que chacun rende compte d'abord, pour ceux qui sont déjà en activité, et puis pour ceux qui sont engagés, dire exactement pourquoi ils sont candidats. Nous sommes candidats. Parfois on dit, ah ben il est jeune, c'est vrai, il faut passer la main à la jeunesse. Moi je dis, ce n'est pas un argument suffisant. On est jeunes, certes, mais quelles sont nos capacités? Quelles sont les idées dont nous sommes porteurs? Quelle est la vision que nous avons? Nous allons au Parlement et d'abord, comme je le disais tantôt, pour que la vraie mission, la vraie tâche du député là, elle soit mise en œuvre. Représenter, voter les lois, proposer des lois, contrôler l'action du gouvernement. Les trois missions. À côté, nous allons jouer un rôle de coach. Nous allons faire parler de notre leadership. Notre leadership va s'exprimer sur le terrain. Nous ne voulons plus chez nous d'un leadership qui écrase. Nous voulons un leadership qui construise les vies. Donc nous allons au Parlement, nous déjà sur le terrain, et là nous profitons aussi de votre antenne, de l'opportunité que vous nous offrez, pour dire à nos parents que nous allons au Parlement avec sur notre épaule une proposition de loi qui nous tient à cœur. 2, on en a même 3, mais on parle pour le moment des 2 propositions de loi. La première, c'est la loi Roger Yuan pour le contrôle citoyen. C'est-à-dire, aujourd'hui en Côte d'Ivoire, nous voyons dans l'administration des gens qui se permettent tout et n'importe quoi. Il y a des citoyens qui voient, qui ont peur de dénoncer parce qu'ils craignent qu'il y ait des représailles. S'il y a une loi qui leur donne la possibilité, ou bien qui les protège, qui leur donne des garanties, mais si dans un service, bien qu'il soit mon patron, s'il est impliqué dans un détournement de fonds publics, que j'ai des preuves matérielles, je peux saisir qui de droit. Ce patron-là, il ne peut rien me faire parce qu'il y a une loi qui me protège. Cette loi-là, elle nous tient à cœur, parce que notre pays est assez riche, mais l'argent de tous les Ivoiriens ne va pas à tous les Ivoiriens. Et comme le cardinal Courtois, Alexis Touabi, le disait, ce qui appartient à tous doit profiter à tous. Et pour que ça profite à tous, il faut que la gestion soit saine. Il faut que ceux qui occupent des responsabilités comprennent qu'ils ne sont pas à des postes pour leurs intérêts personnels, mais qu'ils y sont pour servir la cause de tout le monde. Donc cette loi viendra pour aider tous les citoyens à avoir de la voix. C'est pour ça que je dis que cette loi-là va donner du pouvoir aux citoyens, elle va donner du pouvoir au peuple. La deuxième loi, c'est la loi pour la solidarité citoyenne. Qu'est-ce que cela veut dire? Nous voulons bien que, étant donné que nous sommes tous conscients que notre pays est immensement riche, tout ce qui est dans notre pays là doit profiter à tous les Ivoiriens. Alors, nous voulons bien qu'il y ait une loi qui identifie tous ceux qu'on appelle pauvres chez nous. Indépendamment de leur volonté, ils sont pauvres. Pas parce qu'ils ont envie d'être pauvres, mais parce que la gestion, la façon de gouverner notre pays ne permet pas qu'ils aient le minimum pour vivre. Alors il ne s'agit pas de trier les gens en fonction de leurs appartenances politiques pour leur donner des appuis. Et puis on dit non, on soutient les pauvres. Il faut aller sur des bases saines. On identifie tous les pauvres et puis on détermine le montant, l'appui qu'on doit leur apporter. Si on considère qu'en Côte d'Ivoire le SMIC à 60 000, alors on dit on donne 60 000 à chacun des citoyens, de nos concitoyens, pour qu'ils puissent avoir le minimum pour s'acheter un sac de riz, manger au moins, acheter ses médicaments, et puis, pourquoi pas, mettre un 10 000 francs, 15 000 francs de côté, épargner pour monter une petite activité. Parce que tu ne vas quand même pas accepter qu'on t'assiste éternellement. Donc cette loi-là, elle viendra pour permettre pour clarifier la situation de ceux de nos concitoyens qui, indépendamment de leur volonté, sont démunis. Donc voici ce que nous avons comme projet. À côté de cela, nous disons qu'on va jouer un rôle de coach. Chez nous, il y a des jeunes, il y a des femmes. Nous ne sommes pas insensibles à la situation de nos parents qui sont dans la précarité. C'est indépendant de leur volonté, ils sont dans la précarité. Comment on les organise pour qu'ils se prennent en charge sans qu'ils ne soient obligés d'attendre que quelqu'un vienne leur donner un sac de riz chaque saison. C'est-à-dire chaque année, quelqu'un se promène, il fait le tour, il balance quelques sacs de riz là, parce que voilà, il espère qu'en faisant ça, il se fasse élire. Non. Il faut les organiser pour qu'eux-mêmes ils se prennent en charge par des activités génératrices de revenus. Il y a des structures qui existent, que nous allons solliciter, étant donné qu'on aura un mandat national, donc avec un peu de pouvoir que nous allons solliciter, qui viendront pour aider nos parents à se prendre en charge. Nous allons faire ce travail. Voilà, donc nous sommes confiants, le nombre de candidats, les candidatures ne nous effraient pas, parce que chacun a son intimité avec ses populations, chacun sait la complicité qu'il a avec ses parents, et puis bon, que le meilleur gars, nous sommes en démocratie. Honorable, il y a la question de nos forêts. Il y a la question de nos forêts. J'allais en parler. Alors, si demain vous êtes élu au niveau des législatives,
quel espoir serez-vous pour le peuple ouest en ce qui concerne? Il y a deux choses à faire. D'abord, il faut d'abord qu'on soit conscient que la question des terres chez nous est un problème réel. Il faut d'abord qu'on se mette tous d'accord sur ça. Et quand on constate un problème, il faut y apporter des solutions. Pas des solutions qui ne durent pas, mais il faut réfléchir, proposer des solutions pérennes. Vous voyez, ce qui est à la base des crises chez nous, c'est qu'il y a des gens qui occupent illégalement des terres. Quelqu'un te brandit un bout de papier et dit j'ai acheté une portion de terre. Ça n'a aucune valeur juridique. Dès que nous sommes au Parlement, avec l'appui de certains amis députés, nous allons demander qu'il y ait un audit de ces ventes de terres illicites qui ont eu cours chez nous. On va vérifier tout ça, on va voir clair dedans, comme on le dit dans les rapports. On va voir bien clair dedans. Mais à côté, il faut que nos parents, pour ceux qui ne se sont pas encore inscrits dans cette logique, acceptent que la terre, la forêt, elle est importante. Pas seulement pour la génération présente, mais pour la génération à venir. Si tu as 10 hectares et que tu as vendu 7 hectares aujourd'hui, il reste 3 hectares. Tu oublies que tu auras des enfants, des petits-enfants et des arrière-petits-enfants. Ils vont vivre de quoi? Ils seront installés où? C'est ça le vrai problème. Maintenant, en Côte d'Ivoire, il y a une loi sur le foncier. Cette loi-là, elle est appliquée partout en Côte d'Ivoire, sauf chez nous. Pourquoi? Mais elle n'est pas appliquée chez nous parce que ceux qui sont censés aider à faire appliquer la loi, ils sont dans un jeu qu'on ne comprend pas. On t'a élu pour faire un travail. Si tu ne fais pas ce travail-là, ne sois pas surpris des dégâts. Voilà. Donc nous allons d'abord nous battre pour que la loi sur le foncier soit appliquée chez nous, intégralement appliquée chez nous. Nous allons nous battre pour qu'il y ait un audit de toutes les ventes de terre qui se sont passées chez nous, pour qu'on y voit plus clair. Et troisièmement, nous allons nous battre pour que nos jeunes frères, nos parents ne vendent plus leur terre. Si tu es coincé, que tu penses que pour une situation de santé, tu as besoin d'un appui, ne vends pas ta terre. Trouve quelqu'un qui va louer 1 hectare ou 2 hectares. Comme le font certains peuples, que je ne citerai pas ici. Quand vous allez à Bonois, on ne vend pas de terre à Bonois. Tu as besoin de 2 hectares pour faire cultiver du manioc, on te donne les 2 hectares. Tu dis, quand tu dois libérer la terre, et puis ce que tu produis là, on partage. Donc tout le monde gagne. Et moi je sais que nos parents, nous pourrons gagner si on met ça en œuvre. On n'a pas pu le faire parce que notre peuple a manqué de leaders. Il n'y a pas eu des gens audacieux chez nous qui pourraient avoir des idées, qui pourraient avoir organisé nos parents, les éclairer, leur permettre de se prendre en charge. C'est pour ça que nous avons constaté ce que nous avons constaté. Mais nous allons y travailler dès que nous serons au Parlement. C'est pour ça que nous demandons à nos parents de voter pour nous. Parce que nous serons assez audacieux pour porter notre voix, pour porter leur voix sur cette question-là, la question des terres. Partout où nous passons d'ailleurs, c'est une de leurs préoccupations majeures. À Sombo, par exemple, quand j'en ai parlé, les parents étaient très contents. Voilà. Honorable, on parle aujourd'hui du désarmement des dozos dans nos différents villages. Tout récemment, vous avez vu le fait que les dozos soient armés, vous avez vu ce que ça a causé dans la sous-préfecture de Guézon, et les cas de ce genre sont légion. Alors vous, au dernier acte qu'a posé les dozos dans la sous-préfecture de Guézon, comment avez-vous vécu ça? D'abord, je voudrais saisir ce canal-là pour condamner une fois de plus. Nous voulons condamner, nous voulons nous indigner. Pour ceux qui nous suivent sur les réseaux sociaux, nous faisons partie des rares personnes qui ont pris publiquement position. Là où certains essayaient de se cacher derrière les cases pour faire des déclarations ou tenter juste d'aller sensibiliser pour, disent-ils, aller à l'apaisement, faire la cohésion sociale. Non, c'est vrai, nous tous on est pour la cohésion sociale, on est pour la paix chez nous. Mais quand quelqu'un a posé des actes, il faut d'abord avoir l'audace de lui dire que ce que tu as fait là, c'est pas bon. Voilà, c'est pas bon. Nous nous inclinons devant la mémoire de nos concitoyens qui ont perdu la vie, malheureusement. Mais l'affaire des dozos est une affaire sérieuse. Ce sont des chasseurs traditionnels. C'est du gibier qu'ils doivent chasser, pas les hommes. Si moi, Roger Yuan, je suis élu député, la confrérie d'Ozo qui est chez nous, je vais la rencontrer. Je ferai 2 propositions. La première, soit parce que ce sont des concitoyens, ce sont des Ivoiriens, pour la majorité. Ils viennent du Nord.
Mais ils sont chez nous, ils sont chez eux. Nous n'allons pas les chasser. Parce qu'au-delà de ce qu'ils soient d'Ozo, c'est d'abord des Ivoiriens. Donc ils peuvent être chez nous. Ils peuvent être chez eux. C'est chez eux. Partout où ils seront en Côte d'Ivoire, ils sont chez eux. Mais il y a un minimum de respect. Il y a un minimum de respect. Les calibres 12 qu'ils ont là, c'est pour aller chasser en brousse. Pas pour chasser ceux qui leur ont offert des espaces pour s'installer. Nous allons les rencontrer pour que ce débat-là, ce dialogue direct-là ait lieu. Ils pourront continuer de faire leurs activités chez nous, mais dans le respect de la dignité du peuple ouest. Dans le respect de la dignité du peuple ouest. Je parle déjà avec certains. Parce qu'ils sont, comme moi je circule dans la zone, on les voit sur des pistes, ils font des barrages. Certains parents même disent c'est vrai, ils se comportent mal parfois, mais ils nous aident aussi. Parce que quand il y a des cas de braquage, c'est eux qui sont dynamiques, il n'y a pas de raison que, voilà, on ne les accompagne pas, qu'on ne les soutienne pas. Mais si c'est pour faire autre chose, nous allons les... En tout cas, de toutes les façons, il est interdit en Côte d'Ivoire de détenir une arme. Il est interdit de détenir une arme. Il n'y a aucune loi qui dit que, voilà, pendant que les policiers, les gendarmes, les militaires, qui eux, sont protégés par la loi, parce qu'eux-mêmes, ils sont investis par la loi pour le faire, mais le Dozo, il n'y a aucun texte qui dit que quelqu'un qui s'appelle Dozo doit avoir une arme. Donc, vraiment, nous allons nous parler sérieusement. C'est même pour ça aussi que nous demandons à nos parents de nous faire confiance. Nous faire confiance. Et pour le cas des Guézons, nous sommes en train de pousser pour qu'il y ait une enquête sur la question. Parce que ça ne doit pas rester comme ça. Il y a une fillette qui a perdu la vie dedans. Celle-là, elle ne sait même pas ce qui s'est passé. Elle y a perdu sa vie. Bon, ces parents-là, on leur dit quoi? On n'a qu'à laisser tomber. Même si on doit laisser tomber, il faut que la justice passe d'abord. Pour que l'impunité cesse chez nous, ça suffit, on ne peut plus continuer comme ça. Avant Guézon, il y a eu Naïmi, il y a eu Petit Djoko, il y a eu Guitrozon. Rien ne s'est passé. Les auteurs de ces crimes crapuleux sont là, ils se promènent, ils ne sont pas inquiétés. Parce que nous sommes dans un pays de non-droit, on n'est pas dans une jungle. On n'est pas dans une jungle. Voilà, nous sommes dans un état de droit, il faut que la justice fasse son travail. Honorable, nous sommes à la fin de notre interview. Alors, quel appel vous pouvez lancer à tous ces électeurs de la sous-préfecture de Guéyébé et de Diokouzi? Merci beaucoup. À nos parents, à nos jeunes, à nos mamans, à nos aînés, à nos dévanciers, à tous ceux qui sont ressortissants de la sous-préfecture de Guéyébé, à tous ceux qui ont un intérêt particulier dans cette sous-préfecture, qui ont un intérêt particulier dans la circonscription électorale. Nous sommes Roger Duan, nous sommes jeunes, 37 ans au compteur, nous sommes candidats indépendants. Nous ne sommes pas là parce qu'on a envie de bluffer, nous sommes là parce que nous voulons porter de la voix. Nous voulons construire une nouvelle espérance. Nous voulons commencer à écrire une nouvelle page avec nos parents. Nous leur faisons confiance. Les gens disent partout que nous on n'a pas d'argent. Et que si tu n'as pas d'argent, il ne faut rien espérer. Mais nous faisons confiance à nos parents. Oui, on n'a pas d'argent, mais nous avons nos idées, nous avons notre vision, nous avons notre volonté, nous avons notre capacité à les servir. Et nous faisons confiance à nos parents. C'est à eux de faire le choix, le meilleur choix. Pas seulement pour eux aujourd'hui, mais pour leurs enfants et pour leurs petits-enfants. Nous qui sommes là aujourd'hui, on partira. C'est le type de société que nous allons laisser là, c'est ce qui compte. Quelle sera notre sous-préfecture dans 5 ans, 10 ans, 20 ans, 30 ans? C'est ça la question fondamentale. Nous sommes candidats, nous comptons sur eux pour gagner cette élection. Et on aura 5 ans et nous verrons en œuvre. Si on n'a pas été à la hauteur de leurs espérances, qu'ils en tirent toutes les conclusions. Nous leur répétons notre candidature, qui est la candidature du peuple. Ouais, du peuple tout entier. Et nous espérons qu'au soir du 6 mars, nous serons au Parlement. Au Parlement pour eux, rien que pour eux. Nous comptons sur eux. Nous n'avons que... Nous n'avons pas de gourou derrière nous. Nous n'avons pas de structure politique derrière nous. Nous ne comptons que sur eux. Sur les jeunes, sur les femmes, sur nos aînés. Pour relever ce défi. Que Dieu les bénisse. Et puis à très bientôt sur le terrain.